Imaginez un empire industriel géant. Il a survécu aux guerres, employé des milliers d'ouvriers et fabriqué l'autocar le plus célèbre de France. Tout le pays le connaissait. Et pourtant, aujourd'hui, il n'en reste rien. Ce monument n'est pas mort par accident. Il a été silencieusement étouffé, rayé de l'histoire par ses propres alliés. Comment a-t-on pu effacer un tel symbole dans le plus grand des secrets? Voici la véritable chute de Chausson. Restez bien avec moi jusqu'à la toute fin pour comprendre ce mystère incroyable. Avant de plonger dans cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez. J'adore vraiment découvrir d'où viennent mes spectateurs. C'est parti. Il faut d'abord fermer les yeux et imaginer une France rurale, profonde, où le temps s'écoule au rythme des saisons, des moissons et du clocher. Il faut imaginer un village dont presque personne ne connaît le nom. Chevillon, blotti dans l'Yonne, aux confins de la Bourgogne et du Gâtinais. C'est ici, loin des avenues haussmanniennes et des usines fumantes de la capitale, que s'enracine l'un des plus grands empires industriels que notre pays ait jamais connus. Dans ces campagnes du début du siècle, les métiers ne s'apprennent pas dans des écoles d'ingénieurs en costume 3 pièces. Ils se transmettent par le sang, de père en fils, dans le silence des granges et la chaleur étouffante des forges. C'est de cette terre que surgissent les fondateurs, Gaston, Jules et Paul Chausson. 3 frères, 3 artisans d'exception. Gaston est l'homme qui regarde au loin. Les portraits de famille, jaunis par le temps, nous laissent deviner un meneur. Il est fasciné par la modernité grondante de ce début du XXe siècle, par ces étranges machines à explosion qui commencent timidement à effrayer les chevaux sur les chemins de terre de notre province. Jules, lui, est l'homme de la matière, le bâtisseur obstiné, celui qui s'est organisé un espace, commandé le métal, transformé un vulgaire lopin de terre battu en un atelier structuré. Et puis, il y a Paul, la troisième force, le lien indispensable qui soude cette fratrie. Ensemble, ils ne sont pas des financiers, ils sont compagnons chaudronniers. Leurs mains calleuses savent lire la tôle. Elles savent plier, souder, contraindre le cuivre avec une précision d'orfèvre. Si l'on tend l'oreille, on peut presque entendre ce martèlement régulier, clair et métallique, qui rythme leur journée. L'année 1907 marque la grande bascule. Le trio quitte Lyon et monte à la capitale. Il s'installe à Asnières-sur-Seine, dans cette banlieue nord-ouest de Paris qui commence tout juste à se hérisser de cheminées d'usines. C'est là, dans l'odeur piquante du charbon et les sifflements stridents de la vapeur, que naissent modestement les ateliers Chausson frères. Leur spécialité? La chaudronnerie, la tôlerie, mais surtout une innovation qui va bouleverser une époque, le radiateur à nid d'abeille. À cet instant précis, la révolution automobile est en marche. Les vieux fiacres cèdent la place aux carrosseries motorisées. Mais ces pionnières de la route ont un ennemi redoutable, un mal invisible qui ronge les nuits de tous les ingénieurs français. La surchauffe. Les moteurs tournent à plein régime, la mécanique s'essouffle, l'eau bout, et le véhicule s'arrête dans un nuage de vapeur. C'est la terreur absolue des constructeurs. C'est alors que le génie artisanal des frères Chausson entre en scène. Le principe de leur radiateur est d'une élégance redoutable, un réseau dense de petits tubes de cuivre rutilant, minutieusement soudés dans une matrice alvéolée. L'air s'y engouffre, la chaleur s'évacue. Le geste est ancien, hérité des traditions, mais l'application est d'une modernité foudroyante. Très vite, dans le modeste atelier d'Asnières, les commandes affluent. Mort, Panard, Berliet, les grands seigneurs de l'automobile naissante frappent à la porte des chaudronniers de province. Pourquoi eux? Parce que les frères Chausson travaillent vite, et surtout, dans une industrie où la moindre défaillance est fatale, le radiateur ne fuit jamais. Cette fiabilité inébranlable vaut de l'or pur. Sans même s'en rendre compte, dans la poussière et le fracas de leur atelier parisien, les frères Chausson viennent de couler les fondations d'une véritable légende française. Et puis, vient l'été 1914. Le tocsin sonne dans tous les clochers de France. Le pays bascule brutalement dans l'horreur des tranchées et l'industrie tout entière est réquisitionnée pour l'effort national. Le fracas aveuglant de l'artillerie remplace soudain le murmure insouciant de la belle époque. Mais le conflit ne se limite pas à la boue de la Marne ou de Verdun. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la guerre s'élève dans les cieux. L'aviation militaire, hier encore considérée comme une attraction pour tête brûlée, devient une arme stratégique décisive. Ce sont d'abord de frêles coucous de bois et de toile, crachant l'huile et la fumée, qui s'élancent au-dessus des lignes ennemies pour observer les positions. Mais ces moteurs d'avions tournent à des régimes infernaux. Ils chauffent plus vite et plus violemment que ceux des premières automobiles et réclament un refroidissement absolu, capable de résister à l'air glacial et raréfié des hautes altitudes. Le ministère de la Guerre cherche désespérément une solution fiable. La réponse,
Elle se trouve à Asnières. Les frères Chausson maîtrisent déjà à la perfection la technique du nid d'abeille. Leurs radiateurs en cuivre, à la fois légers, extraordinairement compacts et indestructibles, sont exactement ce dont la chasse française et alliée a besoin. La commande militaire s'engouffre comme un raz-de-marée dans les petits ateliers. Il faut produire sans relâche, de jour comme de nuit. Le vrombissement assourdissant des biplans Nieuport et Spad résonne dans les mémoires. Mais sous leur capot, c'est le savoir-faire de nos chaudronniers de Lyon qui bat la mesure. Le bond en avant est vertigineux, presque irréel. Dès 1917, 10 ans à peine après avoir quitté leur village natal sans le sou, Gaston et Jules Chausson fournissent la quasi-totalité du refroidissement moteur de l'aviation interalliée. 80% des avions de la coalition volent avec un radiateur Chausson. 8 avions sur 10. Par le sang et le feu de la Grande Guerre, l'entreprise vient d'être propulsée de l'artisanat appliqué à l'air implacable de la Grande Série. Lorsque les canons se taisent enfin en novembre 1918, la France est exsangue, ruinée, mais les frères Chausson ont entre les mains une arme industrielle redoutable. Ils savent désormais produire en masse avec une constance qualitative que le geste manuel pur ne peut plus concurrencer. En 1924, l'entreprise change d'échelle, change de statut et change d'âme. Elle devient la puissante société anonyme des usines Chausson, la fameuse SUC. Cependant, les murs d'Asnières tremblent sous la pression de la production. Il leur faut de l'espace, des terres nues pour y faire pousser de l'acier et des charpentes métalliques. Ils traversent alors la Seine et posent leurs valises quelques kilomètres plus loin, rue Henri Barbus, à Gennevilliers. Le choix n'a rien d'anodin. Cette vaste presqu'île, longtemps couverte de champs maraîchers, est en pleine ébullition. Gennevilliers offre des terrains plats immenses, la proximité immédiate des portes de Paris et le projet d'un grand port fluvial d'envergure. Autour d'eux, les aciéries, les forges et les motoristes convergent. C'est la naissance d'un écosystème phénoménal, le cœur battant de ce qui deviendra la mythique banlieue rouge. Les frères Chausson l'ignorent encore, mais sur cette terre en devenir, au rythme des sirènes et des machines lourdes, ils viennent de couler les fondations d'une cathédrale industrielle qui avalera le siècle. La décennie qui s'ouvre est celle d'une frénésie joyeuse, d'un tourbillon d'insouciance et de fureur de vivre. Les années folles. Partout dans Paris, les cuivres du jazz résonnent, les robes raccourcissent, et dans les rues, un son nouveau vient s'ajouter à la rumeur de la capitale. Le concert enjoué des klaxons. L'entre-deux-guerres marque l'âge d'or absolu de l'automobile française. Citroën, Peugeot, Delahaye, Hotchkiss, Talbot. Toutes ces marques légendaires rivalisent d'élégance et de mécanique. Et sous le capot de chacune de ces merveilles de technologie, on trouve le génie de Gennevilliers. L'ascension de la société anonyme des usines Chausson n'est plus seulement rapide, elle devient vertigineuse. À partir de 1924, l'entreprise croît comme une plante dans une serre surchauffée. Les fondateurs ne se contentent plus de suivre le marché, ils décident de le dominer. L'heure est à l'offensive, brutale et méthodique. En 1930, Chausson s'empare de son principal concurrent, la société Jean Gallet, spécialiste incontesté de l'aéronautique. D'un seul coup de maître, le rival le plus dangereux est effacé et sa clientèle militaire est absorbée. Mais c'est une autre révolution, bien plus sourde et massive, qui va véritablement sceller leur destin. Au milieu des années 30, les antiques carrosseries en bois et en toile, fragiles et capricieuses, vivent leurs dernières heures. L'industrie automobile bascule dans la modernité implacable de la tôle emboutie, la carrosserie tout acier. Là où d'autres sous-traitants hésitent, Chausson saisit l'opportunité avec une clairvoyance redoutable. Après tout, l'âme même de l'entreprise repose sur le travail et la maîtrise du métal. En 1935, il rachète Chenard et Walker. Le nom est auréolé de gloire, vainqueur historique de la toute première édition des 24 heures du Mans. Mais ce que Chausson achète, ce n'est pas un palmarès sportif. Ce sont des usines, des outillages lourds et surtout le savoir-faire inestimable de l'emboutissage en très grande série. Bientôt, le vacarme sourd, profond et rythmé des premières immenses presses à tôle, remplace le tintement clair des marteaux d'artisans. Ces colosses de fonte frappent l'acier dans un fracas qui fait trembler le sol de la banlieue, pliant la matière froide pour lui donner les courbes fluides des voitures modernes. Chausson devient alors le maître absolu de l'emboutissage en France. En 1934, le tableau de chasse frôle l'hégémonie. Absolument tous les constructeurs automobiles français, sans la moindre exception, équipent leurs véhicules en radiateurs Chausson. Tous? Non. Il y a une exception. Une seule. À Billancourt, un patron autoritaire et obstiné fabrique ses propres pièces et refuse catégoriquement d'acheter à l'extérieur. Son nom est Louis Renault. Ce détail de l'histoire, cette singularité qui ne semble être alors qu'une simple note de bas de page dans la chronique triomphante de la firme, porte en elle une ironie cruelle. Une ironie fondatrice,
amère, dont personne ne devine encore qu'elle scellera bien plus tard l'arrêt de mort de l'entreprise. Mais pour l'heure, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, nul ne songe à la chute. Le triomphe est aveuglant. Chausson n'est plus un simple atelier de banlieue. C'est un groupe industriel tentaculaire, un monstre de métal dont le chiffre d'affaires colossal pèse désormais le tiers de celui du géant Peugeot. Pour les chaudronniers partis de rien dans un village de Lyon, la trajectoire défie toute rationalité. Pourtant, au loin, derrière les cuivres du jazz et le ronronnement des moteurs neufs, de nouveaux bruits de bottes commencent déjà à étouffer la joie d'une époque qui s'achève. L'élan se brise net à l'aube de l'été 1940. La France s'effondre, et sur les pavés de Gennevilliers et d'Asnières, le roulement joyeux de l'industrie cède la place au claquement sec et martial des bocs cloutés. L'ombre froide de l'occupation s'abat sur la presqu'île. Les immenses portes métalliques des usines Chausson se referment sur une réalité glaciale, la réquisition. Sous la surveillance permanente et hautaine d'un contrôleur allemand, un ingénieur venu tout droit de Stuttgart pour mater les ouvriers, le fleuron de la tôlerie française se retrouve asservi. L'entreprise est contrainte de plier l'acier pour l'ennemi, forcée d'assembler des éléments de carrosserie et de carlin pour un quel, ce constructeur dont les bombardiers crachent la mort et le feu sur Londres et Coventry. Dans les ateliers immenses, l'air s'alourdit d'une tension sourde, ponctuée par les échos métalliques d'une usine désormais placée sous haute garde. Mais la soumission n'est pas dans l'ADN de la banlieue rouge. Très vite, derrière le vacarme assourdissant des presses, dans les chuchotements étouffés au fond des vestiaires, la riposte s'organise. Le sabotage ouvrier chez Chausson n'est pas une légende dorée inventée après la guerre pour racheter les consciences. C'est une réalité minutieuse, sournoise, implacable et mortelle. Il ne s'agit pas de faire sauter l'usine de l'intérieur, ce qui serait suicidaire, mais de corrompre la machine ennemie. Le geste est imperceptible. Une simple boîte de conserve en fer blanc, glissée clandestinement par des mains expertes au cœur de la structure d'un empennage d'avion. Ce n'est presque rien, un infime grincement métallique que personne ne remarque au sol lors des inspections. Mais en plein vol, avec les vibrations et la pression extrême de l'altitude, la fissure s'élargit, la queue de l'appareil cède, et le bombardier allemand se disloque en plein ciel. C'est l'héroïsme de l'ombre, le courage silencieux et méthodique de l'établi. Cette usine asservie le jour abrite la nuit des hommes qui vont donner leur sang pour libérer Paris. Parmi eux, une figure inoubliable, un jeune homme au regard fier, Rino Della Negra. Fils d'immigrés italiens, il entre aux usines Chausson comme ajusteur à peine âgé de 14 ans. Footballeur prodige du Red Star de Saint-Ouen, il refuse catégoriquement d'aller servir le Reich lors de l'instauration du service du travail obligatoire. Il plonge dans la clandestinité totale et rejoint les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, les fameux FTP-MOI, sous les ordres de Missak Manoukian. Après des mois de guérilla urbaine acharnée, il est arrêté, torturé et fusillé au Mont-Valérien en février 1944. Il avait 21 ans. Son visage juvénile, encadré de noir, deviendra l'un des 23 visages de la tristement célèbre affiche rouge, ce placard de propagande nazie qui voulait les déshonorer et qui, pour l'éternité, les a immortalisés. Jusque dans son ultime lettre d'adieu, Rino se définira fièrement comme un ouvrier ajusteur des usines Chausson. Cependant, la résistance ne se joue pas uniquement le fusil à la main. Elle se joue aussi sur les tables à dessin, sous le nez même des inspecteurs du Reich. Dès 1942, au cœur de cette usine sous tension, un homme prépare secrètement la France de demain. Pierre Chausson, fils des fondateurs et ingénieur visionnaire, esquisse à l'insu de tous les plans d'un véhicule de transport révolutionnaire. Il conçoit un autocar de 10 mètres de long, la taille maximale alors autorisée. Le prototype, baptisé AP1, est une véritable rupture technologique. Fini l'antique et lourd châssis de camion sur lequel on fixait une carrosserie rapportée. Pierre Chausson détourne l'ingénierie aéronautique acquise dans la douleur pour inventer la caisse-poutre intégrale. La tôle d'acier, savamment nervurée, pliée et soudée, forme désormais une coque monobloc qui assure à elle seule la rigidité structurelle. Le véhicule devient incroyablement léger, infiniment plus robuste. 15 exemplaires de cet autocar clandestin naîtront du silence sous l'occupation. 15 fantômes d'acier, parfois équipés de misérables gazogènes faute d'essence, qui attendent le jour de la libération. L'ennemi croyait les avoir mis à genoux, mais dans l'obscurité moite de l'usine, les hommes de Chausson venaient de forger secrètement l'instrument de leur future suprématie nationale. Août 1944. Les cloches sonnent enfin la libération. La France se relève, ivre de joie, mais exsangue. Ses infrastructures sont dévastées. Son réseau ferroviaire a été éventré par les bombardements. Ses tramways d'avant-guerre n'existent plus. Le pays tout entier est physiquement immobilisé. Pour se reconstruire, pour relancer l'économie, la nation a une urgence absolue.
Il lui faut des transports collectifs, robustes, rapides et construits en très grande série. C'est à cet instant précis que les plans clandestins, dessinés dans le secret sous l'œil de l'occupant, prennent tout leur sens. L'autocar à paix n'attendait que l'essence et la liberté pour s'élancer. Il évolue très vite pour répondre aux exigences vertigineuses de l'après-guerre. Mais pour tracter un pays entier, il faut de la puissance pure. Les ingénieurs se tournent alors vers la robustesse du moteur diesel Panhard. Un bloc de 4 cylindres à l'huile lourde, développant jusqu'à 110 chevaux. Une mécanique redoutable, increvable, mais atrocement encombrante, longue et bruyante. Il est physiquement impossible de loger ce monstre d'acier à l'intérieur du poste de conduite. Les concepteurs n'ont qu'une seule issue, avancer le moteur en saillie, repoussant le capot loin devant le pare-brise. La calandre qui en résulte, proéminente, bombée, presque maflue, frappe instantanément l'imaginaire populaire. Spontanément, la presse, les chauffeurs et les voyageurs le baptisent d'un surnom qui va traverser les décennies, le « nez de cochon ». Ce qui aurait pu n'être qu'un sobriquet moqueur devient très vite la marque d'une affection populaire indéfectible. Car ce véhicule possède une âme. Il faut s'y asseoir pour le comprendre. C'est d'abord ce ronflement diesel caverneux, reconnaissable entre mille, qui annonce son arrivée à l'entrée des villages. C'est la vibration intense du plancher, si puissante qu'elle résonne jusque dans les os des passagers assis au fond. C'est cette inoubliable odeur de gazole intimement mêlée au simili-cuir chaud, cette moleskine verte ou marron des banquettes qui colle aux jambes dans la chaleur moite des mois de juillet. En hiver, le maigre filet d'air tiède du chauffage ne dépasse jamais la 3e rangée, mais personne ne se plaint. Pour une génération entière de Français, le nez de cochon est bien plus qu'un autocar. C'est le tout premier engin motorisé dans lequel il monte bien avant la voiture individuelle. Peint en crème et rouge, ou bleu et ivoire selon les compagnies régionales, il est l'incarnation de la France en mouvement. Il est le quart ouvrier des petits matins blêmes et le quart des marchés de province. Il est le quart des excursions dominicales. C'est surtout le quart de l'insouciance retrouvée. Celui des colonies de vacances, rempli des rires de milliers d'enfants découvrant l'océan pour la première fois au rythme des chansons chantées à tue-tête. Surchargé de 45 passagers et de 10 strapontins dépliés dans l'allée centrale, il affronte les lacets vertigineux des Cévennes sans jamais tousser ni faiblir. Dans l'usine de Gennevilliers, transformée en une ruche en fusion, les cadans s'envolent pour répondre à l'engouement. L'année 1948 pulvérise tous les records imaginables, 1075 autocars assemblés en 12 mois. Presque 3 véhicules achevés chaque jour ouvrable. À lui seul, Chausson représente alors près d'un tiers de la production nationale. Un autocar sur 3 fabriqués en France sort de la rue Henri Barbus, et l'Hexagone devient vite trop étroit pour lui. L'appétit du nez de cochon franchit les mers et les continents. Il s'exporte avec une force inouïe. La grande gare routière d'Alger devient le point de rassemblement de ces silhouettes trapues. Le car roule sur les pistes de latérite du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. À l'est, il brise le rideau de fer, bravant les hivers glaciaux de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de l'Allemagne de l'Est. Ce n'est plus seulement une fabuleuse réussite industrielle, c'est le triomphe absolu d'une tôlerie devenue le visage bruyant, infatigable et populaire d'un pays qui, fier de ses ouvriers, a définitivement repris la route. Pour comprendre comment naît une légende mécanique, il faut quitter la lumière du jour et pénétrer dans le ventre de la bête. Gennevilliers, au milieu des années 50. 200 000 mètres carrés sous toiture. L'équivalent de 28 terrains de football posés sur la presqu'île. C'est une véritable cité fortifiée d'acier et de briques, traversée par son propre réseau de voies ferrées. Dès que l'on franchit les lourdes portes des ateliers, le vacarme vous percute physiquement. Harassant, continu, implacable. 100 décibels en permanence. Au cœur de cette fournaise trône la reine tyrannique de l'emboutissage, la presse Bliss. Livrée par l'Ohio avant la guerre, c'est un titan d'acier et de fonte de 155 tonnes, culminant à 7 mètres de hauteur. À chaque frappe de la matrice sur la tôle, le sol tremble violemment. Dans cet atelier, l'air est lourd, saturé d'une brume grasse et chaude. C'est une odeur âcre et tenace d'huile de coupe, de métal en fusion et d'étincelles de soudure qui s'incrustent dans la peau, dans les cheveux, et dont les bleus de travail ne se débarrassent jamais vraiment. Dans cette symphonie infernale où les bouchons d'oreilles n'existent pas encore, la surdité partielle est le lourd tribut de la profession. Les hommes y respirent cette atmosphère 8 heures par jour, 6 jours par semaine, ne communiquant que par des gestes de la main au milieu d'une chorégraphie de feu et de sueur. 4500 âmes s'affairent sur ces chaînes de montage. Leurs visages racontent, à eux seuls, toutes les vagues successives de l'immigration française. Au commencement, ce sont les ruraux, les Bretons et les Auvergnats montés à la capitale avec leurs bras pour seule richesse. Puis les cadences s'accélèrent et les accents changent.
Les Italiens et les Espagnols affluents, fuyant la misère ou la dictature. Bientôt, ils sont rejoints par les travailleurs venus d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, puis par les Sénégalais et les Maliens. Dans les vestiaires encombrés de la rue Henri Barbus, la langue bretonne croise l'arabe, l'espagnol se mêle au wolof. Ils viennent de terres que tout sépare, mais face à la dureté de l'acier, dans le bruit assourdissant de la chaîne, ils ne forment qu'un seul peuple. Car l'usine Chausson n'est pas qu'un lieu d'épuisement industriel. C'est le creuset d'une véritable contre-société ouvrière, solidaire et extraordinairement digne. Le puissant comité d'entreprise, fruit d'âpres luttes sociales, structure la vie des familles. Il organise les grands arbres de Noël, bâtit des bibliothèques et finance les fameuses colonies de vacances où les fils d'immigrés kabyles ou d'artisans provinciaux découvrent ensemble l'océan Atlantique. Le midi, la gigantesque cantine devient un sanctuaire. Malgré la fatigue, on y perpétue le rite presque sacré du repas complet à la française. Entrée, plat, fromage, dessert. Dans un brouhaha joyeux, entre deux morceaux de pain, on débat avec passion de syndicalisme, de politique et de droits sociaux. Autour de la tôle, c'est toute la commune qui palpite au même diapason. Le maire de Gennevilliers, figure historique de cette banlieue rouge, fait de la ville un laboratoire social. De majestueuses cités HLM sortent de terre pour loger ces milliers de travailleurs et un grand théâtre d'avant-garde s'installe au cœur des quartiers ouvriers. La sirène hurlante de l'usine Chausson ne rythme pas seulement la relève des équipes. Elle est l'horloge publique, le pouls de la ville entière. À l'heure de l'embauche, une marée humaine inonde la chaussée dans une transhumance quotidienne et spectaculaire. Être ouvrier ici n'est pas une simple condition économique. C'est une identité farouche, une conscience de classe aiguisée et l'immense fierté d'être le cœur battant du pays. Il est des moments dans l'histoire d'une entreprise où l'on semble toucher le ciel du bout des doigts. Nous sommes en 1953. La Régie autonome des transports parisiens, la puissante RATP, doit impérativement moderniser une flotte vieillissante, héritée des heures sombres de l'avant-guerre. Pour incarner le nouveau visage de la capitale, la Régie choisit l'excellence de Gennevilliers. C'est la naissance du modèle APU, A pour autocar, P pour Panard, U pour urbain. Soudain, sous les frondaisons des grands boulevards, le ronronnement familier résonne. 273 autobus flambant neufs, peints aux couleurs officielles, envahissent Paris. Le véhicule a été magistralement repensé. Sur son flanc droit s'ouvrent désormais de larges portes à vantaux. Et puis, il y a cette figure inoubliable, typiquement parisienne, le receveur. Assis dans sa petite cabine vitrée à l'arrière, il perfore les tickets, tire sur sa cordelette pour faire tinter sa fameuse clochette et annonce les arrêts avec cette gouaille de Titi qui va devenir la véritable bande-son de la capitale. Des avenues cossues du 16e arrondissement jusqu'aux rues populaires et pentues de Belleville, le nez de cochon transporte tout le monde. Les banlieusards, les ouvriers, les touristes. La consécration est absolue. Être le fournisseur exclusif des rues de Paris, dans une France jacobine et centralisée, c'est l'équivalent d'un sac royal. L'usine pèse alors un tiers du chiffre d'affaires de Peugeot. C'est l'apogée. Pourtant, la lumière de ce triomphe masque une ombre redoutable. En coulisses, loin du tumulte des avenues parisiennes, la mécanique implacable de la chute se met en mouvement. Car Gennevilliers est un monstre de fer qu'il faut nourrir. Pour rentabiliser ces immenses installations et maintenir ces milliers d'ouvriers en activité, Chausson accepte de plus en plus de gros contrats de sous-traitance. La firme prête ses presses et ses mains expertes à d'autres. Pour Renault, elle assemble la robuste Prairie et des éléments de la populaire 4CV. Pour Peugeot, elle commence à produire des fourgonnettes utilitaires. En apparence, l'usine tourne à plein régime, l'argent afflue. Mais c'est un piège doré d'une redoutable efficacité. La sous-traitance apparente à une drogue douce. Elle sécurise le présent mais hypothèque l'avenir. Le rapport de force inverse de manière pernicieuse. Plus Chausson produit pour ces deux géants de l'automobile, plus l'entreprise de Gennevilliers devient dépendante de leurs commandes vitales. Et logiquement, plus les volumes augmentent, plus ces donneurs d'ordre s'arrogent le droit de dicter les prix, les cadences, les marges de profit. Le coup de grâce, lui, se joue en silence. Renault et Peugeot ne se contentent pas d'être d'exigeants clients. Profitant des besoins abyssaux en capitaux de l'usine, ils s'immiscent discrètement dans l'actionnariat de Chausson. Par des prises de participation minoritaires d'abord, puis par vagues successives, patientes, méthodiques. La mélodie joyeuse de la clochette du receveur parisien s'estompe, remplacée par le crissement froid des stylos-plumes sur des paies contrats notariés et par le claquement lourd des portes capitonnées dans les bureaux de direction à Billancourt et à Sochaux. Sans même s'en apercevoir, l'artisan indépendant qui avait conquis la France glisse lentement dans les mains de ceux à qui il rendait service. Les mâchoires de l'étau viennent de se refermer.
Pendant que les ateliers de Gennevilliers continuent de vibrer dans une insouciance assourdissante, aveuglés par les cadences de production, un tout autre drame se joue dans le silence feutré des bureaux de direction. Là, pas de marteau, pas de chaleur étouffante, pas de presse mécanique. Seulement le tic-tac lent et lourd d'une horloge, le bruissement sec des épais dossiers cartonnés que l'on empile, et le silence pesant de comptables fixant des bilans qui virent dangereusement au rouge. Le poison qui ronge les finances de l'Empire porte un nom, le modèle AN. Lancé avec une immense ambition au début des années 50, cet autocar de tourisme, audacieusement équipé d'un moteur horizontal logé sous le plancher, devait incarner la modernité et assurer l'avenir de la marque. Il se révèle être un désastre commercial d'une violence inouïe. Trop en avance sur son temps, trop complexe, il ne séduit pas. Alors que le mythique nez de cochon s'écoulait par milliers, le modèle AN s'enlise. Moins de 500 exemplaires vendus en 8 longues années de calvaire. L'échec est glacial. Il saigne à blanc la trésorerie de l'entreprise, qui n'a soudainement plus la moindre ressource pour concevoir le véhicule qui pourrait la sauver. Et comme si le destin exigeait son dû, c'est à cet instant précis de vulnérabilité absolue que les piliers du temple s'effondrent. Les pères fondateurs, ces artisans venus de Lyon qui avaient bâti ces cathédrales de tôle à la force de leurs poignets, s'éteignent. Jules Chausson meurt à la fin de l'été 1957. Son frère Gaston, l'homme de vision, le suit dans la tombe en février 1959. L'entreprise se retrouve brusquement orpheline, décapitée. La deuxième génération, d'excellents ingénieurs, tente de tenir la barre. Mais le véritable pouvoir, lui, a déjà silencieusement changé de camp. Il est désormais entre les mains de ses redoutables clients devenus actionnaires. Car loin de Gennevilliers, une toute autre partition s'écrit. Nous sommes au cœur des Trente Glorieuses, à l'apogée du grand dirigisme d'État. Dans les couloirs feutrés des ministères et au siège de la Régie nationale des usines Renault, à Billancourt, la conviction est faite. Initiée par le visionnaire et autoritaire Pierre Le Faucheux, la stratégie est brutale. La France ne peut plus se payer le luxe d'éparpiller ses forces entre une douzaine de constructeurs d'autocars indépendants face à l'ogre allemand. Il faut rationaliser. Il faut concentrer l'industrie de gré ou de force et forger un champion national unique, un colosse parrainé par l'État. Ce colosse s'appelle la Savième. Or, pour que la Savième règne, il lui manque un joyau, un savoir-faire de carrossier hors pair. La proie est tout trouvée. Étranglé par ses dettes, privé de ses patriarches, Chausson n'a plus l'ombre d'une chance. Le 1er juillet 1959, la sentence tombe comme un coup près. La division autocar de la firme est officiellement cédée à la Régie Renault, qui l'absorbe immédiatement dans la Savième. Sur le papier glacé des notes de synthèse, le vocabulaire est technique, hygiénique. On parle de synergie, d'alliance industrielle, de rationalisation. Des mots qui ne disent jamais la violence de ce qu'ils accomplissent. Dans les faits, c'est une dépossession totale, une expropriation maquillée en fusion. Ce 1er juillet, le fracas immuable des presses résonne toujours rue Henri Barbus. Les ouvriers en bleu de travail transpirent et assemblent les tôles avec la même fierté, ignorant totalement que dans l'ombre froide d'un bureau, des hommes en costume viennent tout juste d'effacer le destin de leur usine. Comment efface-t-on un empire industriel? On ne le dynamite pas du jour au lendemain. On l'étouffe, lentement. L'effacement de la marque Chausson va se jouer comme une longue agonie en 4 actes, exécutée avec la froide patience d'un greffier raturant un nom sur un registre, lettre par lettre, pour que personne ne remarque le moment précis où il cesse d'exister. Si l'on tend l'oreille, le vacarme triomphant des années 50 se transforme en un bruit strident et destructeur. Celui d'une meuleuse d'atelier effaçant des lettres d'acier. Le premier acte est celui de la cohabitation trompeuse. Dès 1959, les autocars sortent des chaînes avec une double identité. Sur les tôles, on lit désormais « Chausson Savième ». Les fameuses barres chromées, celles qui dessinaient le visage si familier du nez de cochon, disparaissent brusquement au profit d'une grille terne, striée et anonyme. L'autocar ressemble encore à un chausson. L'ancien propriétaire habite toujours la maison, mais la serrure a déjà changé. Vient alors le deuxième acte, l'exil stratégique. En 1961, le centre de gravité de la production bascule. Le groupe Renault-Savième décide d'éloigner l'assemblage final de la turbulente banlieue rouge de Gennevilliers. On fuit ces usines militantes, ces milliers d'ouvriers solidement syndiqués, politisés, qui lisent la presse ouvrière et connaissent la force de leurs droits. La finition des autocars est délocalisée loin de Paris, vers les vallées de l'Ardèche, à Annonay. L'enfant de la Seine finira ses jours loin des siens, dans une province jugée plus silencieuse et plus malléable. Dans les ateliers parisiens, le rythme industriel ralentit imperceptiblement, comme un pouls qui faiblit. Le troisième acte s'attaque aux entrailles même de la bête. On arrache à l'autocar son cœur mécanique.
Les fidèles et increvables moteurs Panhard ou Hispano-Suiza, ces blocs qui ronflaient si fort dans les côtes, sont impitoyablement écartés pour imposer les moteurs fabriqués par Saviem. Pire encore, on lui vole son nom de baptême. Le légendaire modèle à péage, orgueil des routes françaises, est froidement rebaptisé Saviem SC3. L'outil de production est alors soumis à une asphyxie volontaire et mathématique. La cadence n'est plus dictée par la demande, mais par un plan d'extinction. 45 unités tombent des chaînes en 1962, 30 l'année suivante, 10 à peine en 1964. La chaîne s'étouffe. Tous tressaillent, exactement comme un lourd moteur diesel que l'on prive délibérément d'air. On laisse mourir le modèle à petit feu pour que l'assassinat ressemble à une mort naturelle. Et le rideau tombe avec le 4e acte. Dans le froid du mois de janvier 1965, le tout dernier autocar arborant le blason Chausson franchit les portes de l'usine d'Annonay. Il est seul. Il n'y a pas la moindre cérémonie. Pas d'hommage de la direction. Pas le moindre communiqué pour saluer les millions de Français transportés depuis des décennies. La lumière s'éteint simplement. Quelques mois plus tard, la régie triomphante lance en grande pompe son nouvel autobus standard, le SC10. Officiellement, les communicants de Billancourt jurent que le C signifie Saviem Chausson. C'est un mensonge poli. Ce n'est plus qu'un fantôme, une aumône symbolique concédée sur une calandre, un détail que les chauffeurs ignorent et que les voyageurs ne déchiffrent même plus. 6 années auront suffi. 6 petites années pour rayer de la géographie industrielle un nom qui avait mis 40 ans, 2 guerres mondiales et tant de sueurs ouvrières pour exister. Privée de son nom, l'usine de Gennevilliers ne meurt pas. Elle se transforme. Pire, elle se soumet. Dans les ateliers immenses, les colosses de fonte continuent de frapper avec une violence inouïe, mais la fierté artisanale a été balayée. Chausson n'est plus maître chez lui. La firme est devenue l'atelier de l'ombre des grands constructeurs. Sur les chaînes de montage, les ouvriers assemblent désormais les véhicules des autres. Ils montent les utilitaires J7 pour Peugeot, soudent les fameuses estafettes pour Renault, et assemblent même, ironie du sort, la prestigieuse et très luxueuse Citroën SM. Sur le papier, les statistiques sont éblouissantes. En 1973, l'entreprise atteint un sommet vertigineux, comptant plus de 18 000 salariés répartis dans ses différentes usines à travers le pays. Elle s'érige en premier assembleur européen de véhicules utilitaires. Mais c'est un colosse aux pieds d'argile, un empire purement comptable qui masque une servitude totale. L'ouvrier emboutisseur transpire pour fabriquer une voiture de la marque aux losanges dans une usine qui porte l'enseigne Chausson, pour un salaire fixé par des bureaux lointains. Le nom sur la calandre qu'il polit n'est plus le sien. Cette dépossession du fruit de son travail, cette humiliation intime et quotidienne va devenir la poudre d'une explosion sociale sans précédent. L'amertume se mue très vite en colère, puis en un cri de révolte qui va secouer toute la banlieue rouge. Le fracas mécanique de la chaîne est soudainement couvert par le grésillement strident des mégaphones syndicaux. Déjà, le grand soulèvement de mai 1968 avait tapissé les murs de l'usine de drapeaux rouges. Mais c'est l'année 1975 qui va marquer la mémoire ouvrière au fer rouge. Épuisés par des salaires de misère, broyés par des cadences insoutenables, les travailleurs décident d'occuper leur usine. Les moteurs se taisent. Le silence industriel, lourd et inhabituel, est immédiatement remplacé par le brouhaha fiévreux des assemblées générales. Dans cette cathédrale de tôle, la parole se libère, scandée par des slogans clamés à plein poumon. Face à cette fronde, la réponse de la direction est implacable. La scène est d'une violence symbolique terrible. Renault, le donneur d'or intouchable, fait appel aux compagnies républicaines de sécurité pour faire expulser de force les ouvriers qui fabriquent ses propres véhicules. Sous la lueur bleue des gyrophares et le hurlement des sirènes de police, les matraques s'abattent et le vernis du beau partenariat industriel vole définitivement en éclats. Cependant, la blessure la plus cruelle, la plus indélébile, est encore à venir. À l'aube des années 80, les mains qui tiennent les outils ont changé. La majorité de ceux qui respirent l'huile de coupe, de ceux qui suffoquent dans la chaleur des presses, sont désormais des travailleurs immigrés. Algériens, Marocains, Sénégalais, ils se lèvent massivement lors des grandes grèves de la dignité, au cours de l'hiver 1982 à 1983. Ils ne demandent pas l'impossible ni la révolution. Ils réclament simplement quelques francs supplémentaires, l'arrêt des discriminations et le droit absolu d'être traités comme des travailleurs français à part entière. Au pouvoir, la gauche, celle-là même pour qui nombre d'entre eux avaient voté avec l'espoir de lendemain meilleur, impose soudainement une politique de rigueur brutale. Le coup de poignard vient du sommet de l'État. Sur les ondes nationales, le Premier ministre fustille ses grévistes avec des mots d'une dureté glaçante.
Au lieu d'entendre la détresse d'hommes réclamant de quoi vivre dignement, le chef du gouvernement dénonce une agitation manipulée par des intégristes et des ayatollahs. Le mot est lâché, comme un crachat. Pour de simples revendications salariales, des hommes usés par le travail à la chaîne se voient publiquement accusés de fanatisme. Ce discours de la suspicion, cette redoutable rhétorique qui va empoisonner la société française pour les décennies à venir, prend naissance ici même, face aux portes de Gennevilliers. Dans la fumée âcre des luttes et sous le regard méprisant des élites, le sous-traitant enchaîné découvre l'effroyable étendue de sa solitude. L'estocade, curieusement, se présente d'abord sous les traits d'un sauvetage. En cette même année 1983, sous la pression de l'État qui redoute une catastrophe sociale, la destinée de l'entreprise est définitivement scellée par une manœuvre comptable absurde. Renault et Peugeot reprennent la totalité du capital. À parité stricte, 50% chacun. Sur le papier, le sous-traitant est adossé à deux géants. Dans la réalité, c'est l'architecture parfaite de l'immobilisme. Comment survivre quand on est la copropriété de deux rivaux acharnés? La logique est effroyablement mathématique. La marque au lion refuse d'investir le moindre franc dans des chaînes de montage qui pourraient bénéficier aux losanges et inversement. Le site de Gennevilliers est condamné à la stagnation. L'outil industriel vieillit, s'érode, figé dans un face-à-face paralysant dessiné par des ingénieurs financiers qui ne mettront jamais les pieds dans l'odeur âcre de l'atelier d'emboutissage. Puis, les années 90 s'abattent sur la banlieue comme un hiver de glace. La crise automobile mondiale, féroce, frappe une industrie européenne en surcapacité, violemment talonnée par la concurrence japonaise et coréenne. L'entreprise, exsangue, financièrement asséchée et incapable de se moderniser, ne peut plus lutter. Le 13 septembre 1993, le mot terrible est lâché par le tribunal de commerce de Nanterre, un mot glacé, purement juridique, dépôt de bilan. C'est le début d'un naufrage méthodique. Si vous écoutez bien, à travers le bourdonnement moribond des machines, vous entendez un bruit nouveau. Un son sec, tranchant, intolérable. C'est le bruit du papier que l'on déchire fébrilement dans la cuisine d'un appartement HLM. L'enveloppe a en tête, la lettre de licenciement, le couperet administratif. En 3 ans à peine, 3 plans sociaux d'une brutalité inouïe s'enchaînent avec la régularité d'un métronome funèbre. 2549 emplois sont détruits. Ce ne sont pas de simples variables d'ajustement dans un tableur. Ce sont 2549 fiches de paie qui cessent d'exister. Des familles entières brusquement jetées dans le vide. En 1996, l'effacement atteint son paroxysme. Renault absorbe les ultimes restes de l'usine et la rebaptise prosaïquement Renault ETG, pour emboutissage tôlerie Gennevilliers. Le nom même de Chausson est gommé des fiches de paie. Après la mort industrielle sur les calandres des autocars 30 ans plus tôt, voici la mort administrative de l'employeur. Ce qui se joue alors dépasse la simple faillite d'une société anonyme. C'est une tragédie humaine silencieuse et terrible. Les hommes qui reçoivent ces lettres recommandées ne sont plus les jeunes provinciaux ou les immigrés pleins de force qui franchissaient les grilles avec fierté des décennies auparavant. Ce sont des corps vieillis, ravagés par les cadences infernales et le rythme déréglé des 3-8. Des poitrines douloureuses, aux poumons encrassés par les vapeurs d'huile et par cette poudre blanchâtre utilisée comme isolant dont le nom est soigneusement tu dans les communiqués officiels, mais qui noircit déjà les dossiers médicaux, l'amiante. Se retrouver au chômage, la cinquantaine passée, dans une banlieue nord où la précarité devient la norme, c'est basculer dans le néant. C'est perdre l'usine qui structurait chaque journée, perdre le syndicat, perdre les camarades de la cantine, perdre sa place dans le monde. L'an 2000 sonne le glas définitif. L'usine ferme ses portes pour toujours. Pas de cérémonie solennelle, pas de discours de ministre, pas de plaque commémorative. Rien. Les derniers ouvriers vident leur casier métallique. Certains glissent dans leur sac un vieux calibre, une clé, de petits outils personnels usés par 30 ans de labeur. Personne ne les arrête. Dans le vestiaire désert, brutalement dépouillé de sa chaleur humaine, l'écho de leurs pas solitaires claque lugubrement sur le carrelage froid. Ils sortent un à un dans la lumière grise du matin. Et dans leur dos, avec un grincement sourd et définitif, les lourdes portes métalliques se verrouillent. La dernière sirène s'est tue, et un silence absolu, impensable, s'abat sur Gennevilliers. Cette année s'écoule. Cette longue année où l'immense carcasse vide de l'usine, balayée par les vents froids de la banlieue, dresse ses cheminées mortes vers le ciel francilien, comme le squelette d'un géant terrassé. Et puis, en 2007, le fracas mécanique revient une ultime fois rue Henri Barbus. Non pas pour construire, mais pour anéantir. Le balai titanesque des pelleteuses et des bouts de démolition entre en scène. Sous les mâchoires d'acier, les ateliers de briques,
Les nefs grandioses et les rails intérieurs s'effondrent dans des nuages de poussière âcre. Il aura fallu un siècle de sueur, d'ingéniosité et l'effort de 4 générations de travailleurs pour bâtir cet empire. Il ne faudra que 3 petits mois aux démolisseurs pour le réduire à néant. L'effacement physique est total. Aujourd'hui, si vous vous promenez sur ces terres, vous n'y trouverez plus d'ouvriers en bleu de chauffe. La friche industrielle a laissé place à l'écoquartier République. Des logements modernes, des espaces verts silencieux, une crèche ironiquement baptisée les Petits Chaussons. Mais au milieu de ces allées paisibles, une ombre immense veille encore. Une unique et poignante relique a été épargnée par les pelleteuses. La presse à emboutir Bliss. 155 tonnes d'acier figé vers le ciel. 7 mètres de haut, peinte de couleurs vives, en jaune et rouge, elle a été dressée là, sur l'exact emplacement de l'ancienne entrée de l'usine, comme on érigerait un monument aux morts sur un champ de bataille. Les enfants qui courent aujourd'hui à ses pieds ignorent totalement que sous leurs pas, il y a 40 ans, le sol tremblait en continu, rythmé par le cœur d'une industrie triomphante. Pourtant, au-delà de cette stèle de métal silencieuse, la véritable âme de Chausson refuse de mourir. Elle survit grâce à l'obstination d'une poignée de passionnés. À travers la France, quelques ultimes autocars, sauvés in extremis de la ferraille, ont été minutieusement restaurés par des associations. La reconnaissance est venue, tardive, mais éclatante. Certains de ces vieux modèles ont été officiellement classés monuments historiques. Pensez-y un instant. Un autocar Chausson, cet outil de labeur qui sentait le gazole et la sueur, possède désormais le même statut juridique et patrimonial qu'une cathédrale gothique ou qu'un château de la Loire. Et puis, il y a ce geste magnifique et bouleversant. En 2012, Christophe Chausson, le propre petit-fils du fondateur, a traversé la Manche pour acheter aux enchères l'exemplaire numéro 1 de la microcar clandestine, dessinée en secret par son père sous l'occupation. La boucle est bouclée. Ce que l'État et la finance avaient effacé, le sang et la passion l'ont racheté. Pour les générations nées après les années 80, le nom de Chausson ne résonne plus. Mais pour la France qui se souvient, pour tous ceux qui ont connu la chaleur du simili-cuir, le ronflement du moteur Panhard à l'attaque d'une côte et la silhouette trapue du nez de cochon, la mémoire est intacte. Elle est le reflet d'une époque où la France fabriquait, où l'ouvrier était fier, où la tôle portait en elle une promesse d'avenir. Si vous refusez, vous aussi, que cette mémoire industrielle somptueuse et douloureuse ne disparaisse dans l'oubli de notre époque, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager ce documentaire. Racontez cette histoire autour de vous. C'est en la transmettant que nous maintiendrons en vie le souvenir de ces mains d'or. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur de notre histoire. Le silence s'installe lentement, seulement troublé par le souffle du vent sur la banlieue moderne. Et tout au loin, comme un écho fantomatique venu d'un autre siècle, résonne une dernière fois le coup de klaxon grave et familier d'un nez de cochon.